L'enquête sobriété menée par la Chaire ESSET depuis novembre 2021 a recueilli à ce jour plus de 80 répondants. Une enquête explorant 5 axes du rapport des citoyens au concept de sobriété, en commençant par la sobriété dans leur mode de vie, leur réflexion sur l'avenir, leur vision sur la nécessité d'action à diverses échelles, ou encore leur définition des concepts. Ici, nous présentons quelques résultats de l'étude. 86,25% des répondants connaissent le concept et le définissent face aux 13,75% restants qui confient ne pas connaître le concept dans ce contexte. La sobriété, c'est avoir de la retenue, conscience de sa consommation dans son mode de vie, dans tous les angles professionnels et personnels. Oui, je sais ce que veut dire la sobriété, utiliser le moins possible. C'est qu'on soit attentif à notre consommation. C'est évidemment essayer de moins consommer. Pour sobriété me vient à l'esprit l'idée de réduction, de l'atténuation. Consommer, mais en réduisant sa consommation. Pour moi, la sobriété, c'est consommer juste ce dont on a besoin, et pas plus. De cette enquête ressortent aussi les paradoxes chez certains citoyens et des difficultés à faire preuve de sobriété dans leur quotidien et leur mode de vie. Ce sont 83,75% des répondants qui confient pouvoir exercer une marge d'amélioration. Je pense qu'on fait attention au niveau énergétique, mais c'est vrai qu'on va prendre l'avion, on va prendre la voiture, on ne va pas s'arrêter de vivre complètement à côté de ça. Par contre, ouais, ce qui nous coûte pas mal cher, c'est tout ce qui est piscine, donc c'est la pompe, le chauffage, l'eau. Ce sont des choses coûteuses et honnêtement, on n'est pas très écolo là-dessus. Mes convictions sont très fortes, mais encore une fois, c'est le confort qui prime, et du coup, pas en phase avec mes convictions. Je suis vertueuse sur tout un tas d'autres temps de ma vie personnelle, mais mes voyages sont assez nombreux. Je reviens de Crète là. Par exemple, les voyages, assez nombreux en avion. En même temps, je fais des trucs pas bien. J'ai une piscine par exemple. La Chaire ESSET dans ses travaux définit à son tour la sobriété. La sobriété énergétique désigne la réduction volontaire et organisée des consommations d'énergie. Elle repose sur des changements paradigmatiques de nos modes de vie, appelant à s'interroger sur nos besoins. La sobriété s'opposerait ainsi à l'ébriété énergétique, c'est-à-dire une consommation excessive non raisonnée. Les comportements de sobriété qui se réfèrent à des éco-gestes sont en somme une forme de modération énergétique plus qu'un comportement sobre énergétiquement. Donc bienvenue à la table ronde numéro 2 qui a un titre un peu long, je vais vous le lire. La place, alors ça a changé, mais alors celui que m'avait donné initialement, c'était la place de la recherche-action en histoire dans l'appréhension des différentes temporalités et les urgences de l'histoire globale de l'énergie, le rôle d'une chaire de recherche dans les différents écosystèmes d'acteurs à l'intersection des problématiques entrepreneuriales, sociétales et scientifiques. Répétez, vous avez une heure. Ça, il y a deux expressions de ce nom qui m'avait, enfin, ce long titre qui m'avait été donné, qui me semblait important. La première chose, c'est un terme, une expression qui a été employée ce matin à de très diverses reprises, qui est le terme de recherche-action. Parce que, alors, cette assemblée n'est pas constituée que d'historiens, et donc c'est un peu important pour moi d'expliquer pourquoi cette expression m'interpelle autant. En fait, oui, on l'emploie beaucoup au sein de la chaire, mais c'est une expression qui est assez exotique pour les historiens traditionnels, puisque peut-être à part en archéologie, l'historien est plutôt un homme ou une femme d'archives et de bibliothèque. Certains, la mauvaise langue, diraient peut-être un rat de bibliothèque. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la spécificité de la chaire recette, c'est justement ce lien avec la société au sens large. Et quand je dis société, c'est collectivité, entreprise, association, individu, etc. De manière intergénérationnelle, on en a parlé. Bref, vraiment la société au sens large. Et ça, c'est vraiment sa spécificité qu'elle doit sans doute à son approche pluri-inter ou adisciplinaire, j'en sais rien, je vous laisse décider. Mais quoi qu'il en soit, c'est justement là sa spécificité. L'autre expression qui m'a interpellée, qui n'apparaît du coup pas là, mais que je vous ai quand même lu, c'était les urgences de l'histoire globale de l'énergie. Et je trouvais que cette expression était un petit peu mystérieuse parce que paradoxale, là encore, pour l'historienne que je suis. Pourquoi ? Parce que l'historienne, ou l'historien, qu'importe, en tout cas l'histoire, c'est plutôt la discipline du temps passé, d'une manière générale, plutôt que du temps présent, même si, encore une fois, aujourd'hui, on nous a parlé d'historiser le temps présent. En gros, c'est plutôt la discipline qui va étudier le passé pour éclairer le présent, c'est la discipline du temps long, c'est aussi la discipline du temps froid, pourrait-on dire.
C'est-à-dire qu'elle analyse après coup les événements, qu'elle les contextualise, qu'elle les éclaire. Et là encore, la chère recette me paraît intéressante, parce que si elle n'invente pas l'histoire du temps présent, hein, ça a déjà été fait auparavant, en revanche, elle historise le temps présent, ses modalités, et peut même servir parfois, pourquoi pas, d'aide à la planification. Tout à l'heure, on parlait de prospective, et ça aussi, ça me semble un peu une particularité de cette chaire. Bref, en résumé, je vous dirais que Recette, par ses approches, dépasse ces deux paradoxes, la recherche-action et l'urgence de l'histoire globale de l'énergie. Et pour vous en convaincre, cette table ronde de fin de matinée accueille 4 acteurs au profil assez différents, mais qui tous, d'une manière ou d'une autre, interagissent avec notre chaire. Alors, ils vont se présenter un peu plus précisément par la suite, mais pour vous les présenter rapidement, on a tout à gauche Madeleine Laborde, qui est chargée d'études chez RTE. Ensuite, on a Laurent Thierry, directeur business, développement, marketing et communication chez Bordeaux Métropole Énergie. Nous avons ensuite Raphaël Bunales, directeur adjoint de l'AREC Nouvelle-Aquitaine. Peut-être que je précise ce qu'est l'AREC. C'est l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat, donc un statut plutôt associatif. Et pour finir, tout à droite, Estelle Lachaud, directrice de l'innovation et la transition énergétique du syndicat départemental d'énergie, donc du côté des territoires et des collectivités. Donc vous voyez qu'on a ici 4 profils très différents qui mêlent du public et du privé, et les liens que chacun d'entre eux et des entités qu'ils représentent sont aussi assez variés dans les liens qu'ils ont avec la chaire. Peut-être historiquement, c'est avec Madeleine qu'on a des liens les plus anciens. D'ailleurs, elle participe au comité de pilotage de la chaire, donc on se voit régulièrement. Et à côté de ça, on a 3 autres partenaires de projets en cours de réalisation ou qui, on espère, vont se réaliser. Donc, la première table ronde, c'était sur les partenaires historiques, pourrait-on dire. Là, on est sur la nouvelle génération et les nouveaux projets qui sont en train de se lancer. On a bien compris qu'il y avait peu de commandes qui nous avaient été lancées, mais voilà. Il y a aussi des choses là qui sont en cours de mise en place. Et donc, l'idée, c'est de voir comment ces différentes personnes, entités, réagissent ou interagissent à l'intersection de problématiques entrepreneuriales, sociétales et scientifiques. Je vous propose donc dans un premier temps à la fois donc, de vous présenter, pour gagner du temps, parce qu'on a bien compris que c'était un peu la partie compliquée de la journée, d'essayer de voir ou de nous présenter quel est l'intérêt pour vous et les entités. Je dis ça entités parce que vous êtes tellement variés dans vos représentations que c'est compliqué de donner un seul nom. Quel intérêt avec une chaire, de manière d'être plus théorique, puis on passera à la partie pratique et sobriété dans une seconde partie. Je ne sais pas s'il y a un ordre particulier à vous proposer. Non, c'est vous qui définissez. Ouais, ben on va passer de gauche à droite et après on ira de droite à gauche, comme ça il y aura de la variété. Donc Madeleine, peut-être tu commences et puis on suivra ensuite. Merci. Oui. Donc moi je suis Madeleine Laborde, je suis chargée d'études donc chez RTE, le réseau de transport d'électricité. Donc RTE, au-delà de simplement la maintenance, l'exploitation des infrastructures de transport d'électricité qui sont représentées par des pylônes, a un certain nombre de missions de service public, parmi lesquelles il y a l'équilibre entre l'offre et la demande à chaque instant, et un rôle aussi d'éclaireur des débats publics. Et c'est dans ces 2 missions qu'on se situe, nous, donc à la R&D de RTE, et particulièrement sur la feuille de route énergie, réseau et société, à laquelle j'appartiens. On peut donner par exemple l'exemple de Futur énergétique 2050 sur le rôle d'éclaireur du débat public, et la feuille de route énergie, réseau et société a contribué au chapitre 13 de l'étude. Je vais répondre maintenant à la question. Donc l'intérêt de travailler avec une chaire comme la chaire RISET. Donc la chaire RISET est pour nous un lieu, un outil de partage, de réflexion et de valorisation aussi de nos travaux. Donc partage et réflexion lors des COPIL, des comités de pilotage, et valorisation par exemple lors des matinées de la recherche de la chaire RISET, à laquelle j'ai pu participer pour présenter les travaux qui ont été faits sur Futur énergétique 2050 sur la sobriété énergétique, d'un point de vue méthodologie et résultats quantitatifs. Ça nous permet aussi de
connaître, de partager avec des chercheurs, avec les chercheurs de la chaire, avec Christophe Bounot, d'imaginer des projets, des nouveaux projets. Je dois dire que sur nos partenariats, on ne réfléchit pas en silo, mais on réfléchit en écosystème partenarial pluridisciplinaire. On a aussi des partenariats avec Sciences Po, avec Mathias Guérino et Julie Meyer, qui sont des chercheurs en sciences de gestion sur la sobriété énergétique. Ces partenariats, on essaye de les mettre en contact pour faire fructifier les réflexions. L'inverse est aussi vrai. RTE est un lieu de valorisation de travaux pour la chaire Reset. Et je vais donner l'exemple, en septembre, on organise un séminaire interne à RTE sur la sobriété, parce qu'on a fait pas mal de travaux sur la sobriété, donc c'est une manière de boucler la boucle. Pauline Romary va pouvoir intervenir lors de ce séminaire et faire peut-être sa plus grande salle jusqu'à présent, puisqu'on attend entre 150 et 200 personnes en présentiel, plus quelques personnes en distanciel très certainement. Voilà, je vais passer la parole, j'espère que j'ai été concise. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Laurent Thierry et je travaille dans une structure qui s'appelle Bordeaux Métropole Énergie. Bordeaux Métropole Énergie, c'est une société d'économie mixte et qui est un acteur de l'énergie sur le territoire métropolitain et par extension girondin. Nous sommes un groupe multi-énergie qui a bâti son historique autour du gaz, puisque nous sommes historiquement donc très présents sur le gaz via des structures dont vous avez parlé, notamment Régaz, puisque nous sommes donc la maison mère de Régaz, mais depuis quelques années, un acteur multi-énergie, puisque nous sommes impliqués sur tout ce qui est réseau de chaleur, tout ce qui est production d'électricité et de biométhane, mais aussi sur tout ce qui est rénovation énergétique du bâti et mobilité alternative. Donc l'ensemble des sujets que vous avez présentés ce matin sont finalement de près ou de loin des sujets de préoccupation d'un acteur multi-énergie local qui est Bordeaux Métropole Énergie. Alors je crois que je suis là aussi aujourd'hui pour mon ancienne casquette aussi, puisque mon poste précédent était responsable du service transition énergétique et environnementale de ADI Nouvelle-Aquitaine, qui était l'agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine, enfin qu'il est toujours d'ailleurs. Moi je ne suis plus, mais voilà, il y a toujours cette action forte. Et le fil conducteur sur les deux sujets, pour arriver à pourquoi une chaire et travailler avec une chaire est intéressant, le fil conducteur de ces deux sujets, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'est l'innovation et comment l'innovation peut apporter des solutions sur la transition énergétique et environnementale qui nous concerne toutes et tous, qu'on soit des particuliers, des entreprises, des collectivités, des citoyens, enfin bon bref, on est tous confrontés aujourd'hui à ce sujet de la transition énergétique et environnementale. Et moi, ce que je trouve, l'avantage de travailler avec une chaire, et je pense qu'on reviendra après de pourquoi la chaire Reset en particulier, mais en tout cas, l'avantage de travailler avec une chaire, c'est finalement, on est sur un temps un peu suspendu. On crée une capsule où des structures qui n'ont pas l'habitude, d'avoir le même langage, 2, d'avoir la même temporalité, et 3, d'avoir les mêmes sujets, peuvent à un moment donné se retrouver et s'alimenter, partager des points de vue un peu différents et construire un avenir qui est un avenir un peu commun et qui s'illustre de solutions technologiques, de solutions non technologiques, de sciences dures, de sciences molles. Et je trouve que c'est extrêmement riche et le croisement générationnel est aussi extrêmement, je trouve, important et intéressant dans les outils que sont les chaires. Donc voilà le témoignage que je peux apporter sur mon parcours et comment les chaires sont intéressantes. Attends, je vais essayer, c'est bon? On va voir, oui, ça fonctionne. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Raphaël Bunalès, je suis directeur adjoint de l'AREC Nouvelle-Aquitaine, donc l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat. C'est une association donc qui a vocation régionale, qui est financée à hauteur de 80% par la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter des éléments de connaissance aux porteurs de politiques publiques sur 2 thématiques. La transition énergétique, donc c'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui,
Et un autre thème que j'évoque, mais sans rentrer plus dans le détail, c'est tout ce qui est déchets, économie circulaire. En matière de transition énergétique, nous, notre rôle, ça va être d'abord d'apporter de la donnée. Donc, à l'échelle de la région, des départements, des intercommunalités, c'est d'avoir une approche presque comptable, hein, de combien d'énergie est consommée sur le territoire, comment, par qui, quelle quantité d'énergie est produite sur le territoire aussi, par quelle filière. Donc il y a vraiment un côté voilà, producteur de données au départ. On a plus d'une cinquantaine de sources de données, on va dire, qu'on croise. Je précise d'ailleurs, parce que c'était un point qui a été évoqué lors de la table ronde précédente, qu'on travaille sur toutes les énergies, donc on peut voilà, tout à fait apporter des éléments de connaissance sur l'ensemble des énergies. On va produire nos propres données aussi quand elles sont manquantes. Et au-delà de ça, l'idée de produire de la donnée, c'est aussi de produire des éléments de connaissance, d'aider les territoires. Ah, bah finalement, je vais peut-être reprendre. Merci. C'est au-delà de la donnée, c'est aussi de produire des éléments de connaissance et d'aider les territoires à avoir une pleine conscience de la situation énergétique qui les concerne pour qu'ils puissent orienter leur politique publique en connaissance de cause. Dans ce cadre-là, l'intérêt de travailler avec une chaire, c'est au-delà de la donnée et de l'évolution qu'on peut constater, c'est de travailler, ça c'est un point aussi qui a été évoqué plusieurs fois précédemment, c'est l'interdisciplinarité. C'est très important. Nous, on va produire de la donnée, on va regarder, on va constater l'évolution. On peut avoir des éléments d'explication, mais c'est très important de croiser ça aussi avec d'autres domaines de compétences ou d'autres connaissances pour apporter un éclairage un petit peu nouveau justement sur ces évolutions, essayer d'évaluer tous les phénomènes sous-jacents qu'on ne voit pas forcément à première vue dans l'évolution des consommations ou du mix énergétique, par exemple. Ça, c'est le premier point. L'autre point qui est très important, c'est que de plus en plus, en matière d'énergie, on parle d'énergie, mais pas que. On aborde maintenant tout un tas d'autres thèmes. L'économie, ça c'était déjà le cas depuis un petit moment, mais on parle maintenant aussi d'empreinte carbone, on parle de consommation de matière, on parle de la ressource en eau quand on produit de l'énergie, on parle de consommation d'espace aussi, et on voit bien qu'on est à la croisée de vraiment tout un tas de connaissances. Et je ne pense pas qu'une structure ou qu'un corps de métier, on va dire, puisse aborder l'ensemble de la problématique dans son intégralité. Donc travailler avec une chaire, c'est aussi ça pour nous l'intérêt, c'est de croiser les regards pour essayer d'avoir une vision la plus exhaustive possible sur l'ensemble des thématiques. Voilà. Donc moi je suis Estelle Lachaud, je suis directrice de l'innovation et de la transition énergétique au SDE 24. Donc le SDE, je ne vais pas redire trop de choses puisque Stéphane Ollier a présenté celui de la Gironde, alors qui fait peut-être un peu plus de choses que celui de la Dordogne, mais en gros on fait quand même la même chose. On a nous aussi été créé en 1937. L'idée c'était pour nous aussi d'être dans un phénomène de solidarité entre le milieu rural et le milieu urbain et que tout le monde puisse profiter de la même électricité. On est propriétaire des réseaux électricité, mais aussi de gaz, on fait de l'éclairage public et on est plutôt investi et repéré dans tout ce qui est transition énergétique. Dans cette notion de transition énergétique, on travaille sur la planification, donc on accompagne les territoires pour qu'ils commencent à planifier cette transition écologique. On travaille sur la mobilité électrique, et là on essaye de travailler avec le privé aussi, hein, puisqu'on est très nombreux à devoir s'investir sur cette mobilité électrique pour qu'elle puisse se développer correctement. Et on a une mission assez importante sur la rénovation des bâtiments publics énergétiques, donc la rénovation énergétique, avec une mission qui se développe, puisqu'on était jusque-là dans l'aide à la décision, et on va progressivement aller jusqu'à l'aide à la réalisation de cette rénovation-là. On a aussi créé une SEM il y a quelques années, qui est notre bras armé pour tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Voilà pour le SDE 24.
sur l'intérêt de la chaire et de travailler avec la chaire. Alors moi, je viens du monde du développement local, je suis formé au développement local. J'ai donc l'habitude de travailler, d'essayer de travailler avec tous les acteurs d'un territoire. Et c'est intéressant de sortir de cette proximité-là et effectivement d'emmener à soi d'autres compétences, d'autres savoirs et d'autres temporalités, d'autres l'ont dit avant moi. Et donc je lisais l'autre jour une tribune dans Le Monde du réseau Lierre qui parlait de projets sournois. Donc ça m'a un peu interpellé. Et du coup, j'en profite pour vous en parler. Ce projet sournois, en fait, c'est un projet où, alors je ne connaissais pas personnellement cette notion-là, c'est un projet où finalement, on ne sait même pas définir, on n'a pas de consensus sur la définition. Donc on a quand même un premier problème, c'est qu'avant de résoudre le problème, il faut déjà qu'on se mette à peu près d'accord sur une définition. Et donc là, pour se mettre d'accord sur une définition, effectivement, il faut avoir une somme de compétences assez importante. Et cette somme de compétences, elle ne peut pas être silotée, monomaniaque. Il lui faut une ouverture et une curiosité importante de tous les acteurs pour arriver à trouver une définition qui fasse consensus et qui permette ensuite de réfléchir à comment est-ce qu'on gère ce projet-là. Et donc je reprends cette notion de fertilisation croisée qu'a exprimé M. Gounod tout à l'heure. Et donc l'autre point, et ça Stéphane Houllier aussi en a parlé, c'est que nous on est sur des syndicats techniques, on est sur de la proximité, on investit, etc. On est sur des programmes d'investissement. Et parfois on se donne pas le temps, en tout cas, de se mettre sur une échelle de temps plus large. Donc c'est important de nouer des partenariats avec des centres de recherche. Et puis sur cette partie un peu historique, on se dit toujours, puisqu'on regarde toujours devant soi, enfin pour moi en tout cas, on se dit toujours qu'on est les premières générations, enfin qu'on est cette première génération à franchir un défi et à franchir un cap. Or, on en parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure en parlant de l'étude sur la mémoire électrique en Dordogne. Il y a eu une première très forte transition qui a finalement été cette montée en puissance de l'électricité qui a changé beaucoup d'habitudes. Voilà, donc nous on va peut-être faire un petit peu le chemin inverse, mais en tout cas on peut se baser sur l'histoire là-dessus pour travailler sur cette thématique et se dire que les générations se succèdent et subissent chacune des besoins d'adaptation. Merci. Alors, juste avant de vous repasser la parole, juste deux remarques. La première qui est une première réaction à ce que vous venez de dire sur la question des définitions. C'est justement ce qu'a essayé de faire Pauline dans ce qu'elle travaille sur la sobriété, qui a essayé de montrer qu'il y avait différentes définitions et qui a essayé de dresser celle qui nous allait nous servir de fil conducteur de nos études. Et l'un des points communs de vos quatre approches, c'est la transition énergétique. Et c'est assez intéressant parce que il y a plusieurs expressions pour la qualifier. Christophe Gounod parle d'auberge espagnole, Alain Beltran et Patrice Carré parlent de mythe pacificateur, parce que l'idée c'est que c'est suffisamment vague pour que tout le monde soit d'accord, mais en fait concrètement c'est pas ce qu'il y a derrière. Et donc peut-être que aussi un des enjeux de la chaire, c'est de proposer une définition sur laquelle on peut s'accorder, sachant que bien sûr c'est extrêmement compliqué. La deuxième remarque, c'est que les appels qui ont été faits lors de la table précédente étaient de 3 ordres, mais qui ont un point commun, qui est celle de l'ouverture. Il y avait l'ouverture disciplinaire, et là je pense que a priori on est bien parti pour répondre à ce premier défi. Chouette. Deuxième ouverture qui nous a été demandée, c'était l'ouverture à différents types d'énergie, et on voit là il y a peut-être des possibilités, des ouvertures qui se font. Donc, chouette, deuxième case cochée qu'on va pouvoir peut-être essayer de remplir. Il nous manquait une troisième ouverture qui était une ouverture géographique. Bon, là, on n'y est pas encore, mais cela dit... on travaille à l'échelle de la... Voilà, on peut encore y travailler. Mais donc, ça veut dire que ce qui a été identifié et sans concertation lors de la table précédente, en fait, la chaire a déjà commencé certaines évolutions ou commence déjà à penser dans ces différentes directions-là, et ça, c'est plutôt encourageant. J'en viens donc juste à la dernière question pour essayer de boucler cette deuxième table ronde, qui était une question plus précise, parce que vous avez tous donc des réflexions autour à la fois de la transition énergétique et la question de la sobriété. Et donc c'était une approche plus concrète sur les projets qu'on essaye de mettre en place, juste de nous les présenter, voir ce que vous en attendez, et puis présenter un petit peu tout ça à notre public. Et donc, exactement, on recommence, on fait ça dans le sens inverse pour boucler la boucle.
Alors, donc, au niveau du SDE, on a un président très offensif et qui croit beaucoup à la prospective, justement, et à la planification. Et donc, il porte un schéma directeur des énergies. On devrait lancer en 2024. L'idée, en fait, c'est d'interroger un peu la trajectoire que va prendre la consommation énergétique, et en spécifiant sur la Dordogne, bien sûr. Cette trajectoire de consommation, eh ben, elle va dépendre un peu de la sobriété, de ce qu'on met en place, des nouveaux usages aussi. Et je ne sais plus qui est-ce qui le disait sur la table ronde précédente, mais aussi cette notion comment dire, d'adapter notre consommation aux horaires de production, en fait. Donc ça, c'est des choses qui vont devoir être travaillées dans ce schéma-là. Et l'autre point, c'est quantifier et positionner les lieux de production d'énergie. Et donc tout ce travail sur les réseaux, parce que c'est l'objet de ce schéma, c'est comment est-ce qu'on monte les réseaux derrière pour permettre cette nouveau type de production et cette consommation. Donc là, on a initié un travail partenarial avec les concessionnaires, les transporteurs, les différentes collectivités, justement, sur cette échelle un peu géographique, un peu diverse, avec cette notion départementale, de PCI, de région aussi. Et donc, on se base aussi sur les travaux qui ont été menés par les communautés de communes en Dordogne et ailleurs, mais surtout en Dordogne pour notre cas, avec tout un travail qui a été mené sur les PCAET, les plans climat et énergie territoriale, où ont eu lieu pas mal de concertations. Et donc là, l'idée de travailler avec la chaire, alors, qui n'est pas encore validée, hein, donc j'espère que ça le sera le 26 avril en comité syndical, l'idée de travailler avec la chaire, c'est de voir justement dans ces travaux sur les PCAET comment a été pensée la sobriété et l'évolution de la consommation électrique en fait sur les territoires. Et puis je crois aussi, alors on l'a peut-être moins écrit, mais il y a peut-être aussi ce travail sur l'acceptabilité des ENR. J'ai vu qu'il y avait eu des travaux dessus aussi sur la chaire, et ça c'est aussi un vrai sujet. Parce que l'un des sujets aussi de ce schéma, ça va être de réfléchir à cette réciprocité, parce qu'effectivement, on est des territoires ruraux, on a un peu d'espace, on est donc des lieux de production qui sont peut-être plus faciles que les milieux urbains. Et il y a peut-être un travail à faire là-dessus avec les grandes métropoles. Et donc, cette acceptabilité est importante, et donc ce travail là-dessus avec la chaire peut être intéressante. Et puis je crois que le schéma directeur des énergies, au-delà de la partie très technique de savoir comment est-ce qu'on monte les réseaux, c'est aussi d'écrire le récit du défi qu'on a tous à construire. Voilà, et avec effectivement ce point un peu sur l'histoire de l'énergie et de ce qu'on peut construire ensemble, on arrivera peut-être à monter ensemble un récit qui fera un peu rêver notre population et donc qui nous permettra de le rendre acceptable. Alors, côté AREC, pour parler de la consommation d'énergie à l'échelle de la région, je vais vous donner un petit peu les éléments de contexte. Nous, de notre côté, on n'a pas d'éléments historiques qui remontent très très loin. Comme je vous disais, on a une approche assez comptable, donc il nous faut avoir des méthodologies qui permettent de remonter dans le temps. On arrive à remonter jusqu'à une trentaine d'années, à peu près. Pour avoir une idée de l'évolution de la consommation d'énergie sur la région, entre 1990 et 2005, on a eu à peu près un quart d'augmentation, 25% d'augmentation des consommations d'énergie. 2005-2010, on est à peu près sur un palier, et depuis 2010, les consommations d'énergie, elles ont baissé d'à peu près 5%. 5%, c'est pas assez. Clairement, c'est pas ce qu'on attend en termes de rythme. Ce qu'on voit, alors des éléments quand même à noter, des éléments positifs, c'est la part des énergies fossiles, par exemple, qui diminue, l'augmentation de la part, donc c'est baisse des énergies fossiles au profit de ce qu'on appelle l'énergie renouvelable thermique ou de l'électricité. Mais on voit bien qu'en termes de diminution des consommations d'énergie, on a du mal à avoir un rythme soutenu, à part dans certains cas, mais qui sont dus à des chocs extérieurs, on va dire. L'année 2020, tout le monde s'en rappelle, hein, avec le contexte sanitaire. L'année 2022, avec le contexte de l'impact des prix de l'énergie. On voit que ce sont ces éléments-là, par exemple, qui font baisser les consommations plus fortement.
Et on cherche à savoir en matière de sobriété, et j'insiste sur le mot sobriété d'ailleurs, parce que c'est un terme, on va dire, qui revient de plus en plus en ce moment, et dont la définition n'est pas toujours la même en fonction des interlocuteurs. Quand je parle de sobriété, je parle bien d'une démarche volontaire de réduction des consommations, et je fais bien la différence avec ce qu'on peut appeler de la précarité énergétique, qui est peut-être liée aussi avec ce qui s'est passé notamment l'année dernière, qui se passe encore en ce moment, c'est-à-dire une baisse des consommations, mais simplement parce qu'on n'est pas capable de payer la facture. La précarité énergétique, en 2018, c'était 15% des ménages de la région qui étaient concernés. Évidemment, le chiffre, on n'a pas c'est un peu compliqué d'avoir des chiffres très récents, mais on a une augmentation significative de cette précarité. Là, je ne parle pas de ça, je parle vraiment des démarches de sobriété. L'idée, c'est de voir quel levier on peut actionner pour accompagner, pour faciliter la baisse des consommations d'énergie. On voit que les territoires déploient énormément de moyens pour essayer de faire baisser ces consommations et que les résultats ne sont pas à hauteur des efforts. Enfin, voilà. Donc, on cherche à trouver en fait quels sont les leviers les plus efficaces pour arriver à baisser ces consommations. Et en ce sens, voilà, les travaux avec la chaire peuvent nous apporter vraiment des éléments intéressants. Alors moi, je vais être vraiment dans ta complémentarité, Raphaël, parce que, donc, vous l'avez compris, nous, Bordeaux Métropole Énergie, on conçoit, on construit, on exploite des systèmes multi-énergie pour le territoire et pour les acteurs du territoire. Et pour faire ça, évidemment, on peut le faire de différentes façons, mais je pense que la meilleure façon, c'est de connaître son territoire, d'où il vient, son histoire, où il va, ses habitudes, ses usages, parce que ça permet de construire des solutions énergétiques adaptées aux besoins du territoire. Donc, du coup, le premier sujet, et je précise que nous, on n'a pas de projet avec la chaire à aujourd'hui, pas encore, on va dire, on apprend à se connaître réciproquement. Donc, le premier sujet, c'est ça, c'est une compréhension mutuelle de son territoire, sa consommation, ses usages, enfin bon, bref, tout ça, et je pense que c'est important pour pouvoir faire les choses intelligemment et adaptées à un territoire. Puis j'oublie pas l'approche par les coûts de l'énergie, parce que on peut tout faire finalement au niveau énergétique. Je veux dire, la technique suit, il y a aucun problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de techniciens de l'énergie dans la salle. Donc la technique de l'énergie, on peut dimensionner tous les systèmes qu'on veut. En revanche, et on le voit un peu tous les jours, la question c'est aussi comment on apporte de l'énergie au bon prix pour le bon usage et pour la bonne cible. Et là encore, il faut, je pense, avoir une connaissance assez fine de ce qu'on peut faire, de comment on peut le faire, avec qui on le fait et pourquoi on le fait. Donc là, encore une fois, des travaux qui tournent et des réflexions et des échanges qui ne tournent pas que autour de la techno ou que autour de l'industrie me semblent importantes à adresser et à mixer. Donc ça, c'est pour le premier point. Et puis le deuxième point, moi, je reviens un peu à ce qu'est une chaire. Donc j'ai compris que c'était aussi une chaire et d'abord d'ailleurs un lieu pour les étudiants et pour les étudiants. Et moi, je crois vraiment, j'ai cette conviction que, en fait, vous, les étudiants, vous êtes le présent de l'énergie, en fait. C'est même pas le futur, c'est que vous êtes le présent de ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire une transition énergétique qui n'est plus forcément basée que sur des éléments industriels, des éléments technologiques, mais aussi par une volonté de vous, de nous apporter ce que vous savez, à nous, les opérateurs ou des gestionnaires de réseau, ou peu importe les acteurs de l'énergie, mais que vous puissiez apporter votre regard, vos envies et votre culture pour que ce monde de l'énergie, ce monde de la transition énergétique d'aujourd'hui, hein, je ne dis pas de demain, d'aujourd'hui, il corresponde à ce que vous savez faire, à ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, moi c'est les deux sujets qui me titillent pour venir dans une journée comme celle-là, partager et apprendre à se connaître, quoi. Voilà. Je vais compléter du coup. L'histoire est au cœur de l'ADN de la chaire Reset et pour nous c'est fondamental.
Alors, est-ce que je suis très objective en disant ça, sachant que je suis fille d'historien, nièce d'historienne? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye d'insuffler côté RTE, notamment avec Jordan, qui est docteur en histoire contemporaine. Et je trouve qu'on y arrive plutôt bien côté RTE. Pourquoi l'éclairage historique est important? Pierre Nora, qui est un grand historien, a dit la mémoire divise, l'histoire rassemble. Et je pense que c'est aussi ce qu'essaye de faire la chaire Risette, de rassembler par l'historicisation autour de la définition de grands paradigmes énergétiques tels que la sobriété. Et on a beaucoup parlé du consensus autour des définitions, et c'est quelque chose qui est très important, effectivement. La chaire Risette permet donc d'éclairer le temps présent et de tirer le fil de la prospective en s'appuyant sur d'autres disciplines telles que la sociologie, notamment par le travail de Pauline sur la sobriété. Bon, nous, ça fait seulement 1 an qu'on travaille avec la chaire Risette, un peu plus d'1 an maintenant. Et déjà, les travaux menés sur la sobriété l'année dernière vont permettre, nous, d'appuyer des résultats quantitatifs. On a des résultats quantitatifs sur la sobriété, et les entretiens qualitatifs menés par Pauline vont permettre d'appuyer et de faire une mise en récit de la sobriété. C'est donc une chaire de mécénat, mais qui est assez proactive et assez proche en fait, de nos sujets, assez à l'écoute aussi de nos besoins, et qui permet notamment d'avoir un éclairage régional et local sur les problématiques, ce qui est fondamental dans un contexte de décentralisation, notamment sur les questions de transition énergétique, avec une montée en compétences rapide des collectivités territoriales. J'ai bien aimé tout à l'heure l'exercice de quels sont les défis, donc je vais en donner un sur la partie sobriété. Pauline. Bon, on en a déjà parlé, mais l'un des plus grands défis, c'est évidemment de construire un échantillon représentatif des personnes qui sont interrogées sur leur rapport à la sobriété énergétique. Je vous remercie. On a le temps pour quelques questions, mais juste avant, j'ai juste une petite remarque par rapport à vos 4 interventions qui nous montrent que finalement vous connaissez assez bien tout ce qui est donné en amont, côté production, et ce qui vous manque, c'est l'autre côté, le côté du citoyen. Et vous appelez donc à un choix volontaire vers davantage de sobriété, et ça m'interpelle parce qu'on sait bien qu'il y a une force d'inertie assez importante de la part des sociétés. Et en fait, ce que vous voulez, vous, c'est aller contre cette force d'inertie. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de chercheurs, je pense à Alain Gras par exemple, et c'est vraiment pas le seul, qui pensent qu'il faut une catastrophe en fait, pour que les gens changent. Et du coup, ce matin, Thierry Gilbert disait « Ah super, on n'a pas eu de coupure d'électricité ». Je me demande si finalement, une bonne coupure d'électricité cet hiver, ça nous permettrait pas de changer un peu plus les choses, en tout cas d'avoir volonté d'agir un peu plus, parce qu'on nous parle d'urgence climatique et en même temps, 1 ou 2 degrés de plus en ce moment, c'est pas mal. Donc voilà, donc je me demande si finalement la catastrophe pour faire bouger les gens que vous voulez toucher, c'est peut-être pas ça qu'il nous faudrait. J'en sais rien, mais voilà, c'est vos 4 interventions qui me faisaient penser à ça. À moins qu'il y ait une réaction de votre part, je vous propose peut-être de passer à la salle. On a un quart d'heure. Merci beaucoup. Je crois effectivement que les définitions sont très importantes. C'était bien de le rappeler. J'ai apprécié, Raphaël, ce que vous avez dit sur la différence entre sobriété et précarité française. C'est effectivement quelque chose qu'il faut distinguer. Mais on a un dilemme économiste, parce que tout à l'heure, Christophe parlait de tarifs, péréquation. Nous, économistes, on aime bien aussi le signal-prix. Signal-prix qui incite à bouger, mais évidemment, des gens qui sont en situation de précarité, leur monter le prix pour baisser les consommations, ça ne va peut-être pas être très facile à faire. Donc, en tout cas, il y a une question à gérer, et je pense qu'elle se gère de façon locale, en connaissant bien les cibles, ça a déjà été dit, donc je trouve qu'il y a une
une bonne coordination des messages, un ordonnancement entre sobriété, précarité, tarification et signal prix. Et puis, ce que je voulais compléter, c'est que ce que vous avez dit là, sur les chocs pour faire bouger les gens, j'ai dit ça à un dîner avec Emmanuel Gorgon, présidente de la Creux. Il me dit il faut un bon blackout pour faire bouger les tarifs. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de dire ça. Stéphanie est une historienne des blackouts. Elle est excellente. C'est pas une question, mais ça peut appeler des commentaires. Excusez-moi. Je ne sais pas. Vas-y, Madeleine. Je vais déjà rebondir sur la partie signal prix. La limite du signal prix étant le fait que l'électricité est un bien qui a une élasticité limitée. Ensuite, je dois dire que la transition énergétique comme objet politique a une certaine exigence de justice sociale, d'où les limites aussi de l'augmentation des prix et la précarisation, la vulnérabilisation plutôt d'une partie de la population. Moi, je crois qu'on est en transition. C'est quand même pas, j'imagine, dans notre histoire, la première fois qu'on subit des transitions. Donc, du coup, les questions qu'on se pose sur la transition énergétique, eh bien, elles se sont posées sur d'autres grandes transitions. Alors, ça ne m'appartient pas, je ne suis pas historien, et je ne viens pas d'une famille d'historiens. Par contre, j'adore l'histoire. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a quand même, on est en train de vivre des questions, des réflexes et des situations qui ont certainement déjà été rencontrées. Évidemment, on les traite de façon différente parce qu'on touche à l'énergie. Donc, on ne touche pas à quelque chose de léger. On touche à l'énergie, donc on touche quand même à un besoin primaire. Donc, il faut le traiter de façon sérieuse et de façon avec des impacts qui sont multiples dès qu'on touche à un signal prix, dès qu'on touche à l'aménagement du territoire, dès qu'on touche à des limitations par diverses et variées. Quand on parle de sobriété, souvent on parle de limitations. Moi, ça me sidère. Hein. On n'est pas obligé de vivre de la sobriété négative. Hein. On peut vivre de la sobriété très positive. Hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, par rapport à toutes ces questions, moi, je me dis que l'histoire peut apporter non pas des réponses, mais des éclairages et faire gagner du temps. Et que la co-construction peut apporter beaucoup de choses. Donc, par rapport à votre intervention, moi, je ne suis pas sûr qu'un blackout soit nécessaire pour accélérer. Évidemment, ça peut être un des sujets, mais je ne suis pas sûr que ce soit si nécessaire que ça en réalité. Je n'étais pas le seul à le dire. Alors, je ne rebondirai pas forcément sur le blackout. Nous, notre rôle, c'est d'éviter qu'il arrive et qu'il y ait des démarches plus volontaires, mais voilà, je vous laisse à vos paroles. Juste pour rebondir aussi sur les termes de précarité et le besoin en fait de pouvoir disposer d'une analyse fine de la précarité, c'est aussi des choses justement qu'on essaye de produire, c'est-à-dire que quand on parle de précarité énergétique, il y en a plein de formes. Ça peut être, on peut avoir du mal à se chauffer, on peut avoir du mal à se déplacer, et ça ne va pas forcément toucher les mêmes publics partout. On peut avoir de la précarité pour se chauffer chez des personnes plutôt retraitées qui sont dans des grandes maisons plus ou moins bien isolées. Ça peut être de la précarité aussi plutôt pour des étudiants qui sont dans des passoires thermiques. Enfin voilà, on a vraiment des publics assez différents. Nous, notre rôle, c'est justement aussi d'essayer d'apporter cette analyse. Encore une fois, là, je retombe sur les chiffres, mais d'apporter l'analyse chiffrée au territoire, mais derrière, on voit bien la dimension sociologique aussi. C'est de dire comment ces personnes-là, qui clairement ne vont pas pouvoir s'en sortir toutes seules, elles auront besoin d'être aidées. Voilà. Il y a vraiment une dimension sociologique derrière, de se dire comment on peut apporter un soutien aux personnes les plus en difficulté, justement pour les aider à franchir ce cap. Et moi, je peux aussi. Oui, sur la catastrophe, alors moi je ne suis pas non plus une fervente de la catastrophe. Je pense que déjà le signal prix, c'est un début de catastrophe quand même, notamment pour des populations un peu paupérisées, ou en tout cas qui n'ont pas toujours les moyens de voir
leur facture augmentait trop importante. Et je pense que justement, le défi de cette transition énergétique-là, ou cette transition tout court d'ailleurs, c'est d'arriver à être solidaire, à recréer de la solidarité, et puis à recréer peut-être, alors le mot est un peu grand, mais en tout cas cette notion d'humanité, et sortir un peu de l'individualisme. Voilà, ça sort un peu du sujet, mais je crois que c'est aussi ensemble qu'on y arrivera, et justement en se mettant ensemble autour d'une table pour définir des solutions, des trajectoires, etc., on commence à travailler demain. Juste quelques minutes d'historien. Donc la transition, c'est bien l'auberge espagnole, vous avez bien raison d'insister. Donc je rappelle qu'il y a eu un mémoire de master qui s'est fait aussi dans le cadre de la chère recette un peu Bastien Garcia, j'avais donné donc l'archéologie de la transition énergétique. On voit bien qu'en France, le terme n'est même prononcé qu'à partir de 2012. Et justement, donc la question, c'est de savoir la transition, c'est une illusion philosophique absolue, donc une aporie, puisqu'on sait d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et la transition est censée durer une période, on ne connaît pas la durée. Donc c'est l'instabilité des systèmes. C'est presque un problème de physique, de l'instabilité de courant sinusoïdal. Et ça va même au-delà des théories joupéteriennes des cycles, dont le concept de transition est insuffisant. Voilà, on est dans des grandes bifurcations, des grands changements, etc. Mais la question, elle est beaucoup plus complexe, et vous l'avez montré avec Christophe Bonnery, les objets, justement, sobriété, précarité, signal-prix, les aspects sociaux, les aspects territoriaux, le multi-énergie. Bien comprendre que de toute façon, l'électricité n'est que la forme polyvalente. La transition énergétique, il faut consommer moins d'énergie, mais beaucoup plus électrifiée. On a effectivement suffisamment de champs. Je me tais. Il y a d'autres questions du public, non? Alors juste pour finir, effectivement, il n'y a pas eu qu'une seule transition. En fait, des transitions énergétiques, il y en a eu plein. On parle beaucoup des énergies renouvelables qui étaient extrêmement utilisées il y a plusieurs siècles. Et puis, on parle beaucoup du passage au développement du charbon. En fait, il y avait aussi les autres énergies en animal qui ont continué pas mal de temps. Donc, il y a eu des additions qui sont faites avec des proportions plus ou moins importantes, le passage au pétrole, au nucléaire ensuite. Peut-être que là, la différence, c'est que la transition, elle était plus choisie, orientée, alors que je ne suis pas sûre que ce soit forcément le cas auparavant. Enfin, dans le cas des transitions, oui, on a eu, sans doute que celle-ci est particulière et particulièrement consciente. Donc voilà. C'est ça. Disons que peut-être, moi, ce qui me semble intéressant aussi à apporter en échange, c'est que je crois qu'il y a quand même un objectif commun qui est, dans tout ça, qui dépasse la transition énergétique. Tu en as parlé, Raphaël. C'est quand même tout ce qu'on vit en termes de réchauffement climatique, d'émissions CO2, etc. Donc, votre rapport à RTE, il est quand même assez explicite. Et c'est la stratégie nationale bas carbone, hein, c'est sobriété et décarbonation. Donc, la transition énergétique est un des vecteurs pour atteindre ces sujets-là. C'est pas le seul vecteur. Mais en tout cas, c'est ce qui nous guide. Donc, du coup, il y a quand même un objectif à la fin. Alors, de temps, je ne sais pas. En tout cas, un objectif commun de quelque part en soi. Je ne fais pas de politique, je n'en ai jamais fait. Mais en tout cas, voilà, ça nous guide quand même assez dans toutes les actions qu'on a, tout à mettre en place pour cet objectif-là. C'est qui semble quand même s'imposer à nous. De quelques endroits que nous soyons, quoi. Vous vouliez... Non, j'allais conclure. Ah, bon, alors avant la conclusion, je vais juste rebondir une dernière fois sur le signal prix, et notamment sur la rationalité limitée de l'individu. Et je vais vous raconter une petite histoire pour ça. Je pense qu'en tant qu'économiste, ça va vous plaire. Le jour que nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de mûres, de groseilles et de framboises. L'économiste commença de nous expliquer avec toutes sortes de chiffres et de formules que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était toute une coutume du Moyen-Âge, que vu le prix des pots, du sucre, du feu et surtout de notre temps, nous avions tout intérêt à acheter les conserves qui nous viennent tout droit des usines, que la question semblait tranchée, que bientôt personne au monde ne commettrait plus jamais pareille faute économique. « Attendez, m'écriai-je, le marchand me vendra-t-il ce que je tiens pour le meilleur et le principal ?»« Quoi donc ?» fit l'économiste. « Mais l'odeur, monsieur, l'odeur. Sentez, la maison est embaumée, comme le monde serait triste sans l'odeur des confitures. » À ces mots, l'économiste ouvrit des yeux d'herbivore.
Je commençais de m'enflammer. Ici, monsieur, nous faisons nos confitures uniquement pour leur parfum. Quand elles sont faites, eh bien, monsieur, nous les jetons. J'ai dit cela dans un grand mouvement lyrique et pour éblouir le savant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous mangeons nos confitures en souvenir de leur parfum. Et c'est une petite fable qui a été écrite par Georges Duhamel dans l'entre-deux-guerres. Georges Duhamel qui était poète et médecin. Voilà.